Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 42, c'est la bye week et on en profite pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé jusque là dans la saison. On a joué 9 matchs, nous sommes actuellement à 3 victoires, 6 défaites. Thiergo est actuellement à l'autre bout du monde dans sa villa, il a fini de construire la piscine donc il va profiter un peu des beaux jours là-bas et il remplace au pied levé. J'ai avec moi Bertrand, comment vas-tu mon cher Bertrand ? Eh ben bonjour Plax, bonjour à tous les G-Men qui nous écoutent et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. Ça va bien, sachant que Thiergo m'a laissé un message, il m'attend au bord de la piscine, donc tout va bien. Ok, bon dès qu'on a fini, tu vas le rejoindre. Alors tu avais fait déjà un podcast avec nous l'année dernière et donc ça nous fait plaisir de te retrouver ici pour un deuxième podcast et t'es dispo en plus, c'était cool, tu m'avais dit ce serait pas mal si je pouvais participer et puis il se trouve que pile à ce moment-là tout s'enchaîne bien parce que pendant la bye week Thiergo est pas là etc. Donc tout s'enchaîne bien et tu peux participer avec moi à ce deuxième podcast, donc ça me fait bien plaisir. Et donc tu m'as proposé, tu m'as dit ce serait pas mal qu'on reprenne les postes un par un et qu'on fasse un petit bilan. On s'est mis d'accord et puis on va faire ça. On va prendre les postes en attaque, les postes en défense et on va mettre des notes de A à D. Alors F c'est fail, hein, c'est carrément la pire note qu'on peut mettre, mais on va mettre de A à D, donc de A+ à D-. Et puis on va voir ce que ça donne. Et on finira aussi par les coups de cœur. Tu m'as dit que toi t'en avais 2, on va voir ce que ça va donner si jamais ça se recroise. Tout à fait. Donc voilà, on commence par l'attaque, ça te va ? Allez, c'est parti pour l'attaque. Ok, et écoute, on va commencer par la O-line et je te laisse mettre ta première note sur la O-line. Combien tu mets entre A et D ? Alors, je prends mes petites notes parce que j'ai Vas-y. travaillé. T'as été studieux, je vois que t'as été studieux. studieux. Exactement. Alors moi j'ai mis un D pour la O-line. J'ai pas été trop méchant. Je pense qu'on est en dessous d'un peu de la moyenne. Pourquoi ? Parce que pour moi l'offensive line pour le moment n'a pas montré beaucoup de choses. C'est fait beaucoup mettre sur le reculoir. On a vu pas mal de vidéos circuler où c'était plus souvent sur les fesses qu'à retenir les rushers. Ça c'est vrai. Donc c'était un peu inquiétant là-dessus. Et puis voilà pourquoi moi je leur ai mis un D. Surtout, on a Nate Solder qui est toujours là, mais qui, pour le coup, ne montre pas beaucoup d'implication. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il a été absent pendant une année ou si c'est parce que il sent que le vent va tourner pour lui. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, Peart, il est pas mal, mais je trouve pas encore assez convaincant par rapport à ses prestations. Et puis surtout, on a perdu Nick Gates, et là, on a perdu également Andrew Thomas, qui sont sur Injury Reserve tous les deux. Donc voilà, ça fait un peu beaucoup, mais elle n'a pas beaucoup convaincu cette O-line pour le début. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le seul match où Daniel Jones a eu un peu de temps, il fait son meilleur match de la saison d'ailleurs. Donc en fait, j'ai l'impression que le niveau de la O-line va de pair avec le niveau du quarterback aussi, forcément. Moi, je mets la note de C- sur cette O-line. Qui a quand même permis d'assurer le minimum, mais on sent bien qu'on est obligé de rusher certains jeux. Alors c'est pas une raison, puisque si tu as écouté un petit peu ce qu'on disait dans nos autres podcasts, c'est qu'on redit souvent que Jason Garrett est petit bras et qu'il aide pas du tout Daniel Jones et qu'il fait pas lancer des passes longues ni rien du tout. Et le fait que tu as une O-line passable, ça t'empêche pas de faire des jeux au moins semi-longs, ce qui est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que cette O-line, elle est pas assurance tout risque et quand même à sa décharge, on a eu beaucoup de blessés. Tu le disais, Nick Gates, je sais plus si c'est premier ou deuxième match, mais il a été blessé très rapidement. Andrew Thomas qui est blessé depuis quelques matchs alors qu'il était vraiment revenu au très haut niveau, il était au niveau qu'on l'attendait d'un premier tour de draft. Donc à droite, on a Nate Solder qui, comme tu le disais, je sais pas si c'est de l'implication. Bon, à mon avis, c'est sa dernière saison chez les Giants et très sûrement sa dernière saison tout court. C'est possible qu'il en ait marre et l'année dernière, il avait décidé de pas jouer à cause du Covid. Il avait avoué ne pas s'être beaucoup entraîné et donc il a été pas terrible non plus. Il y a eu en garde gauche 18 changements différents et on a joué avec, alors je crois, sans exagérer, je crois qu'on a joué avec 6 combos de O-line différents depuis le début de saison. Donc ça, c'est compliqué pour une O-line de devoir switcher tout le temps. Donc voilà, si on avait eu la même équipe depuis le début de saison qui avait aucun blessé, je pense que le niveau serait différent, malheureusement. Voilà. Alors tu as dit aussi Matt Peart, qui actuellement joue à gauche. Je pense que dès qu'Andrew Thomas revient, à mon avis, Nate Solder, il va pouvoir aller cirer le banc. Et Matt Peart, qui est quand même... tu l'as dit, hein, il n'est pas incroyable, mais il est quand même
moins, on va dire qu'il est moins sur le cul que Nate Solder. Donc, Oui, puis c'est peut-être... surtout après, ce qui est certain, c'est que on a Will Hernandez aussi qui, bon, fait pour lui le coup, il fait une saison moyenne. Donc c'est vrai Ouais, que mais il est là, il est correct, voilà, il est voilà, là, c'est il se ça. blesse pas, il fait ce qu'il faut, quoi. Et en fait, l'addition de ces moyens, enfin moyens moins, on va dire, bah, au final, Ouais. ça fait cette note-là. Je trouve que tu étais d'ailleurs même généreux au final par rapport à cette escouade. Le problème qu'il y a surtout, c'est qu'il y a peu de profondeur. En fait, comme tu dis, il y a eu six des changements différents, mais le Mm. problème, c'est que c'est la qualité de profondeur de banc. Donc, Mm. inévitablement, c'est compliqué pour après bien protéger son quarterback. Ah, mais on a senti la panique de toute façon en tout début de saison, juste avant qu'on ait le roster final. Il y a eu plein de moves, puisque tous les joueurs qui étaient là et tous les remplaçants, ils ont tous été virés. Et finalement, il a été en récupéré d'autres dans d'autres équipes. Nate Brederson, ou je sais plus comment il s'appelle, le mec qu'on a récupéré chez les Ravens, qui finalement s'est lui aussi blessé assez vite et qui de toute façon était pas incroyable. On a pris Matt Skura. Enfin voilà, on a tenté des trucs. Au moins, on a essayé des choses parce que les anciens régimes des Giants, ça marchait pas, mais on faisait rien. On faisait même pas venir de joueurs, donc c'était pire que tout. Bon, là, on a tenté des choses et c'est encore pas au niveau. En tout cas, grosse déception de cette O-line qui devait être le chantier principal de Dave Gettleman et qui est pas du tout au niveau jusque maintenant. Et moi, je suis partisan de qu'il y ait une bonne O-line pour avoir des résultats. Je me bats dans cet esprit-là. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais moi, je pars du principe que c'est la base pour pouvoir réussir. Gettleman était d'accord avec toi, hein, et il avait Ouais, dit mais il faut qu'on la fixe en premier, et il l'a pas du tout fait. Donc voilà, exactement. écoute, hein, c'est comme ça. Deuxième poste, les tight ends. Alors là, les tight ends, je vais mettre. C'est dur de noter parce que je pense qu'il y a une grosse partie qui est due au mauvais schéma de. Encore une fois, je vais dire ça pour tous les postes de l'attaque, mais Jason Garrett fait pas en sorte de mettre les tight ends dans les meilleures positions, et donc je vais mettre une note de C parce que je peux pas être trop méchant avec eux, et je pense que quand ils ont eu l'occasion de faire des choses, ils ont été corrects. Engram, il a été quand même peu utilisé. Il fait moins d'erreurs que l'an dernier, mais parce qu'on l'utilise beaucoup moins et qu'on lui donne beaucoup moins la balle aussi. Cal Rudolph, le peu de fois on l'utilise, je trouve qu'on l'utilise bien. Et à mon grand désespoir, Caden Smith, que j'adore, qui est très peu utilisé. Donc je mets la note de C, mais c'est en grande partie dû à Garrett. oui, bah, de toute façon, là, sur les postes que tu as dit, tu as très bien résumé, on va pas aller trop loin là-dessus. Ils sont très peu utilisés, comme tu l'as dit. Deuxièmement, bon, Kyle Rudolph, il est là, mais on pensait qu'il allait apporter beaucoup plus par rapport à son contrat qu'on lui a donné. Alors, il a été blessé également en début, hein, donc il fallait le temps qu'il revienne. Mais Mm, bon, je vais donner la note. Je vais revenir sur un C aussi, j'avais mis C-. Bon, bah, je vais revenir sur un C pour pas être trop dur, puisque comme tu l'as dit, il n'y a rien à rajouter de plus. Ils ont été très peu utilisés. Bon, Engram a enlevé ses moufles enfin, mais c'est pas sur le nombre de ballons qui lui ont été lancés qu'on peut non. juger vraiment. Voilà, c'est ça le Non, mais problème. voilà, c'est encore une fois, c'est qu'on les met pas assez à contribution, et ça, pour moi, c'est de la faute de Garrett. Qui pourtant, Garrett, quand il était coach à Dallas, il nous mettait la misère à chaque fois quand il jouait contre nous, grâce à ses tight ends. Donc je comprends pas trop ce qu'il fait, mais bon, écoute, hein, c'est comme ça. Et après, on perd aussi un peu de profondeur avec Toilolo qui est blessé aussi, qui est sur injury reserve. Donc, Ouais. même si pour le coup, il apportait peut-être pas, mais on perd encore de profondeur. Donc, on est obligé de tourner Mm. avec ces deux-là. Normalement, Engram devait être notre Titan du futur. Bon, ce n'est Ouais, pas, c'est je pas tout à crois fait ça. pas. Non, c'est sûr, ça c'est clair. Poste suivant, j'avais mis running back, on va faire wide receiver juste derrière, comme ça on va faire les mecs qui catchent des ballons. Wide receiver, qu'est-ce que tu nous as sorti pour nos wide receivers, receveur écarté? C'est moi. Ok. C'est moi, je suis peut-être dur, mais je vais m'expliquer parce que pour moi c'est difficile de se prononcer avec toutes les blessures qu'il y a eu. Voilà, et c'est-à-dire que au final, si je reprends, on a quand même eu Goladé qui a été sur le carreau pendant quelques semaines, Mm. Shepard, Dante Pettis également. Donc voilà, ça commence à être dur pour, on va dire, cette escouade-là de faire des résultats. Il y a Kadarius Toney qui a été donc pour moi, enfin de toute manière en termes de stats, le meilleur receveur à l'heure actuelle, puisqu'il a 352 yards au total d'accumulé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette note-là. On en attend beaucoup plus, on attend justement la deuxième partie de saison, voir ce que Goladé, qui de toute façon pour la semaine prochaine face aux Buccaneers devrait être là, il y en avait quelques-uns qui étaient questionable, donc Goladé, Shepard devrait enfin revenir, avec Toney en plus, John Ross, voilà, c'est quand même une escouade dont on attendait plus, vu les noms que l'on avait, et donc je pense que c'est pas trop dur par rapport à leur prestation. Ouais, alors, comme pour les tight ends, comme pour la O-line, moi je pense qu'il y a une grosse partie, une grosse responsabilité qui revient à Jason Garrett, qui encore une fois ne donne pas les ballons, j'ai l'impression, au bon moment, au bon joueur. Alors,
il y a eu énormément de blessures. Là, je les ai sous les yeux, la liste. Kenny Golladay, il a été blessé. John Ross, il a été blessé. Sterling Shepard, il a été blessé. Darius Slayton, il a été blessé. Kadarius Toney, il a été blessé. Le seul qui n'est pas blessé dans la liste là que j'ai, c'est Colin Johnson, qui lui est arrivé un petit peu en cours de saison et qui a pas été blessé encore jusqu'à maintenant. Mais globalement, c'est quand même gros problème de blessures sur ses wide receivers. Alors que Golladay, le peu de ballon qu'on lui donne, il a quand même les mains vachement sûres, donc je comprends pas pourquoi on le vise pas un peu plus. Et Kadarius Toney, tu l'as dit, il a beaucoup de yards, mais il a quasiment fait l'intégralité de ses yards en 2 matchs. Parce que quand justement tout le monde était blessé, lui il était un peu en forme et il fait un match à je sais plus 180 yards, enfin il fait un super match quand on lui donne le ballon. Donc je comprends pas pourquoi on lui donne pas plus. Si en tout cas il reste des problèmes de blessure éventuellement, et rappelle-toi qu'au dernier match on a visé 2 fois Kenny Golladay, il fait 2 réceptions sur les 2 fois où on le vise. Kadarius Toney il fait une réception sur la seule fois où on le vise. Donc les deux cumulés, qui sont nos 2 receveurs a priori stars, on les vise 3 fois dans un match entier. Bon, on a quand même remporté le match, mais malgré tout, je trouve que c'est quand même un petit peu bizarre. Espérons qu'il y avait encore des restes de blessures et qu'on voulait pas trop forcer juste avant la bye week, puisque là, en gros, ils ont 2 semaines pour se remettre. Et il faut en attendre un petit peu plus, mais on va demander évidemment est-ce qu'il y a des schémas qui soient un peu mieux orientés et qu'on les mette dans des bonnes conditions pour gagner des yards. Parce que tu as raison, elle est vachement talentueuse cette escouade en fait. Il n'y a pas de raison de ne pas faire quelque chose, quoi. Et en complément de ce que tu dis, moi, ce que j'ai remarqué également, c'est qu'au niveau des stats, elles sont très équilibrées entre tous les wide receivers, parce qu'au moment où un n'était pas là, l'autre était là. Et au final, par exemple, Shepard, il a 324 yards et Golladay, il a 310 yards. Donc en fait, ce qui m'effraie, moi, dans tout ça, c'est qu'on est sur des stats équilibrées entre tous les wide receivers, mais le problème, c'est qu'on attendait, justement, comme dans d'autres équipes, le playmaker qui est le wide receiver 1 et après où il y a une hiérarchie qui se fait où on sait qu'il y a le wide receiver 2. Là on a l'impression que tout le monde est wide receiver 1 en fait. C'est-à-dire ça peut être John Ross, ça peut être Darius Slayton, un coup ça peut être Kadarius Toney, voilà. C'est-à-dire on ne sait pas. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie qui est établie pour pouvoir réussir. Ouais, non mais c'est vrai parce qu'après aussi on est un peu en train de chercher et puis quand tu as beaucoup de blessés comme ça, c'est vrai que c'est aussi difficile de donner une hiérarchie pour le coup. Alors juste pour info, en pass yard par match, on est à 238,9 depuis le début de la saison. Et pour le coup, ça nous met 15e, hein, ce qui est pas si pourri que ça. Par contre, le gros problème qu'on a, c'est que, et ça on l'a dit dans plusieurs podcasts, on est incapable de faire quoi que ce soit en red zone. Et les TD qu'on marque à la passe, c'est souvent des passes de 30 ou 35 yards, et puisqu'une fois qu'on arrive en red zone, on n'arrive plus à rien faire. Donc, C'est vrai que voilà. j'avais tellement bien travaillé que j'avais revu tous les matchs un par un et Ouais. c'était un peu ce qui ressortait à chaque fois. C'est enfin sur les équipes moyennes on faisait des perfs mais c'est parce que eux l'équipe qui on avait en face descendait ou s'effritait, hein, les Saints, les Panthers ou autres. Mm. Donc on a assez gagné. Notre défense était de retour mais au final on en revient toujours à la même chose. C'est parce que en face c'est moyen donc on est une équipe moyenne aussi et inévitablement on a les résultats moyens que l'on a à l'heure actuelle. Exactement. Ouais, je crois qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ces wide receivers. Et c'est triste parce qu'en fait, quand on regarde tight end et wide receiver, il y a quand même des bons joueurs. On avait moyen de faire quelque chose. Là, pour le coup, j'avais l'impression qu'il y avait du talent. Et je pense, alors j'ai l'impression que je m'acharne sur lui, mais je pense que le schéma y est pour beaucoup et qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour les mettre dans les meilleures conditions. Ah ben, sur chaque escouade, tu vas pouvoir revenir inévitablement sur Jason Garrett. Hein. De toute façon, c'est le problème principal, hein. Et puis, mais tout fan des Giants normalement constitués veut le voir partir. C'est incroyable. Tu regardes sur Internet, il y a que ça. Il y a même des mecs qui ont fait des t-shirts Fire Garrett, enfin des trucs. C'est assez ouf. Donc voilà, moi j'espérais qu'ils partent pendant la bye week. J'ai l'impression que ce sera pas le cas. En tout cas, s'il n'y a pas un vrai rebond de cette attaque en deuxième partie de saison, à mon avis. Voilà, 2 saisons avec une attaque très 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 moyenne alors qu'il y a des joueurs pour faire bien mieux. Je pense qu'il ne survivra pas à cette deuxième saison. On verra. Running back. Running back qui là aussi forcément sont très dépendants de la O-line, parce que encore plus que les receveurs pour le coup, puisque les trous qui sont ouverts pour un running back dépendent directement de la O-line. Qui avait noté les wide receivers en premier? C'était moi ou c'était toi? Écoute, moi je les ai notés en premier, je peux te le donner tout de suite si tu le veux. Vas-y. C+. Ouais, ok. Et ben Alors, c'est exactement ce que je disais aussi. J'avais ça en tête. C'est plus. alors, par contre, j'ai mis C+, pas par rapport à une escouade, hein, mais par rapport à un seul running back. Oui, bah oui, j'imagine. Ouais. Alors, je vais quand même m'expliquer. Pour le coup, moi, bon, évidemment, on va Saquon Barkley, donc je ne rejette pas toute la faute sur lui. Les blessures sont des éléments qu'on ne peut pas contrôler. Simplement, on en revient systématiquement chaque année sur le même problème.
c'est un freak, c'est un phénomène de foire absolument incroyable au niveau des jambes, etc. Maintenant, les freaks, n'oublions pas que ça peut être aussi des joueurs très fragiles. Et pour le coup, on est en train de venir petit à petit sur ce genre de joueur. Et donc son devenir, puisqu'à un moment donné, il y aura renégociation de contrat, me fait craindre le pire pour lui. Parce que s'il y a un nouvel general manager à un moment donné, il n'aura peut-être pas non plus envie de le re-signer par rapport à ça. Donc c'est vrai que le C+, vient surtout par rapport à Devontae Booker, qui je vois franchement faire de belles performances depuis qu'il est positionné en running back numéro 1. Et là, c'est ce qu'on attend. Moi, c'est ce que j'attends d'un running back, c'est-à-dire de l'humilité, de l'abnégation. Et puis même s'il ne fait pas 3 speed moves et 4... qu'il ne met pas 4 fois le cornerback ou le linebacker dans le vent, au moins il avance et il fait gagner des yards. Ouais, et je suis exactement d'accord avec toi. Et c'est exactement le profil Devontae Booker et d'ailleurs Elijah Penny aussi, qui était entre guillemets fullback, mais qui est quasiment notre running back numéro 2 maintenant, qui est notre running back numéro 2 d'ailleurs en l'absence de Saquon Barkley. Je trouve qu'ils vont plus au charbon qu'un Saquon Barkley qui va tenter de toujours essayer d'avoir le gros gain, quitte à faire beaucoup de pertes de yards. Et en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais on avait beaucoup de fois où Saquon Barkley faisait des pertes de terrain, à peine le ballon reçu, où il perdait 1, 2, 3 yards assez souvent. Ça arrive très peu à Devontae Booker et Penny, alors que la O-line c'est la même. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que eux vont plus droit au but, ils vont pas chercher à faire plein de gris-gris, mais je préfère très largement 4 ou 5 jeux de 3, 4, 5 yards plutôt que 3 pertes de terrain et un jeu de 12 yards, tu vois, ou 15 yards ou 20 yards. Donc là, pour le coup, je pense que Saquon Barkley, et il avait commencé à revenir un peu à ce niveau-là, Saquon Barkley, parce qu'il se posait beaucoup de questions au tout début de la saison. Il avait commencé à revenir sur un jeu comme ça avant qu'il se fasse son chou-fleur à la cheville, là, et qu'il s'était encore blessé les chevilles. Mais il va falloir clairement qu'il se pose des questions, parce que les blessures, malheureusement, c'est pas vraiment de sa faute. Il y peut rien, s'il y a une entorse de la cheville, tu choisis pas. Mais sur sa manière de courir aussi. Donc tu as raison, Devontae Booker, en tout cas, c'est effectivement une bonne acquisition. Finalement, on se posait des questions quand Gettleman avait signé, on se disait mais est-ce qu'on a vraiment besoin de lui ou pas. Mais pour le coup, il est très intéressant. Et Penny, qui quand il rentre aussi, je le trouve bien. Il est en toute fin de match dans le dernier match contre les. C'était qui déjà le dernier match Le dernier match, c'était contre. Qui est-ce qu'on a battu les Raiders. Contre les Raiders, eh bien, il fait ses fameux first down où il se pose pas de questions, il fonce dans le tas, il met un mec au sol, il baisse l'épaule, il gagne les 2-3 yards en plus. Enfin, vraiment, moi j'adore ce genre de joueur. Ça me manquait un peu des running backs vraiment puissants comme ça chez les Giants. On avait Brandon Jacobs que j'adorais à l'époque, et là on retrouve un peu ce style-là. Bon, alors ils sont pas aussi puissants que Brandon Jacobs, très loin de là, qui lui était vraiment un monstre pour le coup. Mais ça fait plaisir de voir des running backs qui baissent la tête, qui rentrent la tête dans les épaules et qui vont au contact, quoi. Mais c'est plus, ça me paraît bien justifié. Au-delà de Barkley, c'est un comité de coureurs, genre Bradshaw Jacob, et si Booker pouvait avoir un deuxième pendant du même genre que lui, c'est-à-dire, comme tu dis, qui rentre dedans, qui se pose pas de questions et qui fait ce que l'on lui demande, au final, on serait peut-être plus heureux que d'avoir tout misé sur un seul joueur. Donc, je jette pas Barkley, je dis pas c'est un mauvais joueur, je dis pas que j'en veux pas, je dis simplement que là, on a fait un draft à l'époque en disant c'est le sauveur qui va nous sauver le poste de running back et qui va nous faire gagner sur 10 ans. Bon, on vient de se rendre compte que non, donc ça aurait pu, si c'était pas blessé constamment, on va dire. Mais pour le moment, on en est loin, et Booker, c'est 4 yards par course de moyenne. Après, c'est difficile de comparer face à Barkley, puisqu'il n'a jamais été là. Donc voilà, c'est compliqué. Sachant que Booker, face aux Raiders, là, c'était son ancienne équipe. L'année dernière, il était chez eux, donc est-ce qu'il a connaissé peut-être un peu plus de failles, mais je le sens bien parti sur les autres matchs pour nous faire des belles performances. Ouais, ce que j'aimerais bien, c'est que même quand Barkley revient, qu'il y ait plus de rotation aussi, parce que j'ai l'impression que Jason Garrett, une fois que Barkley est là, il ne compte que sur lui, et il fait très peu rentrer Devontae Booker, alors que tu as raison, quand on avait des running backs, même à un moment on avait Earth, Wind and Fire, là, les fameux 3 running backs, Jacobs avec... c'était qui les autres qu'il y avait avec lui Ward et puis Bradshaw. Et Bradshaw, mais on les alternait vachement, et c'est bien que les mecs puissent sortir du terrain, ils récupèrent un peu, ils reviennent, un drive chacun. Enfin voilà, tu proposes pas les mêmes choses en plus pour la défense, donc j'aimerais bien qu'on revienne à un schéma comme ça. Dernier poste, évidemment le poste de quarterback. Je vais te donner ma note en premier. Je mettrai la note de B, pas A, puisque évidemment Daniel Jones pour l'instant n'est pas je pense qu'avec une O-line, s'il avait une O-line qui tenait, il pourrait viser un B+, voire un A-.
Mais le B, ça me paraît justifié parce que j'ai l'impression qu'il se bat vachement par rapport à ce qu'il a comme arme. Beaucoup de drops, par exemple, de ses receveurs. Une O-line qui tient pas très bien, mais il fait ce qu'il faut. Quand il y a besoin, il va chercher les yards à la course. Il est polyvalent. Il a vachement réduit son nombre d'interceptions fumble aussi, donc son nombre de pertes de balles d'une manière globale. Il n'est pas dépendant des jeux qu'on lui annonce. Donc quand il y a des schémas tactiques qui sont mauvais, malheureusement, il fait avec. C'est le bon coéquipier à la Eli Manning. Il dit jamais rien, il se plaint jamais, il va au combat. Voilà, je pense qu'il mérite largement B sur cette note-là. Et puis, puisque c'est post QB en général, Mike Glennon qui a dû rentrer un tout petit peu aussi, qui a été plutôt convaincant quand il a joué. Donc là aussi, ça reste très honnête pour un remplaçant. Alors moi j'avais mis B- par rapport à Daniel Jones. Alors Mhm. bon, pour moi c'est kiff-kiff, hein, c'est similaire par rapport à ce que tu as donné, puisque de toute manière on analyse de la même façon sa prestation, puisqu'on se rend bien compte que le pauvre, et tu l'as bien résumé, donc je vais pas m'attarder dessus des heures, il a dû composer avec les absences, et puis surtout un manque d'originalité du playbook de Jason Garrett. Donc inévitablement il a fait avec ce qu'il a pu. Il avait quand même Darius Slayton, Dante Pettis, qui sont des bons receveurs, mais qui ne sont pas les receveurs numéro 1 pendant quelques matchs, normalement. Voilà, il a toujours tourné sans que l'un ou l'autre des receveurs soit là. Bon, il a 2059 yards cette année. Pour moi, on va dire, ce qui lui est critiqué, c'est sa progression en tant que joueur depuis qu'il a été drafté. Maintenant, je préfère voir un quarterback qui a une progression lente, mais qui s'assure au fil du temps, que d'avoir un qui éclate et puis qui devient un bust malgré tout après une année et demie. Donc voilà, il fait moins d'erreurs, il a la progression, il a du cœur, il s'engage, il se fait péter des commotions parce qu'il veut trop en faire pour essayer d'aller marquer le touchdown. Voilà, moi je le jetterai pas tout de suite, comme on peut attendre dans certains médias américains, je lui donnerai encore du temps pour pouvoir continuer et retrouver ses receveurs. Ouais, non, mais je trouve il a quand même bien progressé cette année, hein, malgré tout, et je trouve beaucoup plus sûr de lui. Tu vois, il fait 3 matchs avec un rating au-delà de 100, 102, 104 et 108 contre Washington, Raiders et les Saints. Son pire match, il le fait contre les Rams, où là, c'était une purge totale de toute façon. Et sinon, en fait, il a seulement 2 matchs où il est en dessous de 90. Donc tu vois, c'est plutôt Mais, pas mal. mais si je résume justement par rapport aux prestations offensives très rapidement, c'est que justement moi ce que j'avais vu, c'était que depuis le début de la saison, on avait pour moi 3 défaites qui étaient évitables, et d'ailleurs c'est les 3 premiers matchs, des Broncos, Washington et Falcons. Mm. Ça s'est joué à peu de choses, à part les Broncos, mais peut-être qu'on a été cueillis à froid. Après on a gagné un match qui était contre, rappelle-moi, mais c'est vrai que les Les Saints, contre les Saints, voilà, où Saints. on était mené, on est revenu. Après, on a eu les 2 matchs, Cowboys et Rams, où là, de toute façon, on savait ce qui nous attendait, on va pas se Mm. mentir. Ouais, Et on puis s'en doutait. là, on revient sur les Panthers et les Chiefs, où ça s'est joué, les Panthers où on a gagné, les Chiefs où ça s'est joué à rien, avec une équipe qui est en plein doute aussi chez les Chiefs, et on gagne contre les Raiders. Donc voilà, on se rend compte que là, on devait perdre, on a perdu, mais Daniel Jones n'a pas été catastrophique avec ce qu'il avait. Donc donnons-lui une chance, c'est un QB qui peut être en place et qui peut faire quelque chose. Moi, je suis pas pour, en ce que j'entends, de jeter tout de suite les mecs après une année et demie ou 2 ans, parce que c'est un QB, il faut qu'il apprenne au fur et à mesure. Et si je termine sur McGlennon très rapidement, c'est un backup qui a toujours bien aussi, là où il est passé en règle générale, un monsieur long cou, comme on l'appelle. Ouais. Et au final, je sais que s'il devait remplacer, peut-être qu'il faudrait le temps d'adaptation au moment où il remplace sur le match, mais le match suivant, il réussira à faire des choses correctement. Ouais, toujours intéressant d'avoir un remplaçant qui est quand même capable de tenir un petit peu la baraque, donc ça c'est plutôt cool. Et en tout cas, il est bien meilleur que Colt McCoy qu'on avait l'an dernier, qui était quand même lancé à 20 yards, c'était compliqué pour lui, on va dire. Donc, Oui, bon. mais là, McCoy réussit bien de son côté, là où il est à l'heure Oui, actuelle. d'accord, mais Donc, bon, en tout cas, le peu qu'on a vu l'an dernier, c'était pas très rassurant. Donc, tout à bon. fait. Mais c'est vrai que c'est là que c'est marrant une équipe n'est pas l'autre, parce qu'au final, là, il Ouais, réussit bien. Alors, bien sûr, il est bien entouré aussi, hein, évidemment, mais pour le ouais, coup, il réussit bien. ouais, c'est vrai. Ok, eh bien écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette attaque? Bah Je écoute, pense qu'on maintenant, a tout dit, l'attaque, hein, on a mais fait le tour, hein. globalement, meilleur poste QB, pire poste O-line, je pense qu'on a tout dit. Hmm, c'est ça. Ok, et bah écoute, on passe sur la défense avec. On va repartir sur la ligne en premier et la ligne défensive. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette ligne défensive? C+, j'étais sur la première ligne, donc avec écoute, nos amis Williams, Shelton,
Et puis également, qui on a d'autres sur cette belle ligne? Rappelle-moi. On a Dexter Lawrence. Dexter Lawrence et également Ramon Austin Johnson aussi. Voilà. Austin Johnson, pardon. Ouais, donc j'ai rappelé les principaux, ceux que l'on voit le plus souvent. Williams, Leonard Williams fait ce que l'on attend de lui. Même chose, il a eu un petit peu plus de mal au démarrage au début. Petit à petit, alors c'est pareil, lui il marche au contrat. C'est-à-dire que si son contrat est signé, si sa prolongation est signée, en règle générale il va se bouger, s'il est toujours entre les deux. Donc on a vu que sa prolongation a été signée, bizarrement il s'est bougé un peu plus. Malgré tout, moi je vais juste revenir dessus sur une chose. Pour moi, ce qui nous a fait du mal, c'est la perte, vous l'avez dit dans différentes émissions, mais c'est la perte de Tomlinson que l'on avait en obstacle. Bon, globalement, lui, il a fait du mal depuis qu'on l'a perdu, parce que Dexter Lawrence et Austin Johnson sont très bien, ils font de bonnes stats également, mais on sent bien qu'il manque ce que pouvait apporter Tomlinson. Il couvrait plus largement, il obligeait un garde et le centre à venir plus le contenir. Donc voilà, c'est ça qui nous a, je pense, un petit peu fait du mal au départ sur la défense et qui a empêché de pouvoir arrêter correctement les attaques adverses. Ouais, alors en fait je crois qu'on a misé sur un Danny Shelton en début de saison, comme s'il pouvait prendre la place de Tomlinson. Ça a été une grosse erreur, Danny Shelton, que je trouve extrêmement mauvais depuis le début. Le mec fait 250 kilos, il se fait pousser comme un gars qui en fait 70. Je le trouve pas bon du tout, et je crois que le coach défensif a commencé à s'en rendre compte et l'a fait jouer de moins en moins. D'ailleurs, il a été un petit peu blessé, et on a plus fait jouer un Dexter Lawrence et un Austin Johnson qui, pour le coup, eux ont été très intéressants, et avec Leonard Williams qui est très largement au niveau malgré certains commentaires de certains en tout début de saison qui disaient, vous voyez, il fait plus rien, machin. Il est déjà à 5 sacs et demi quand même, Leonard Williams, donc c'est pas rien, et il part sur des bases similaires à l'an dernier. Donc, alors contrairement à ce que tu disais, où tu disais une fois qu'il a son contrat, il va se bouger, il y avait l'inverse qui se disait aussi, c'était une fois qu'il a son contrat, il a plus rien à prouver, il a son argent, donc il s'en fout, il fait plus rien. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un mauvais jugement de ma part. Tu as raison, il vaut mieux reprendre, et pour le coup, oui, c'est vrai. Je pense que malgré tout, il se bouge quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Et j'ai l'impression que c'est un mec qui en veut, et je sens une bonne cohérence dans cette D-line qui, comme l'intégralité de la défense de toute façon, après quelques matchs difficiles en tout début de saison, a monté son niveau au fur et à mesure et a eu un niveau bien différent en deuxième partie sur les 3 à 4 derniers matchs. Et donc cette D-line a été pour beaucoup, et voilà, donc je pense qu'il y a quand même un cœur finalement qui est assez intéressant. Dexter Lawrence, Johnson et Williams, c'est 3 joueurs qui font le taf. Et je sais pas si tu as mis une note, ou tu as juste dit, t'as mis la note sur la D-line? Ah, je te l'ai pas dit la note? J'avais dit C+. D'accord, ok. Moi, je resterais sur je pense, B-. Je serais un petit peu plus... on n'est pas loin, c'est plus. Je suis à chaque fois un cran au-dessus de toi, ouais, c'est vrai. T'as vu comment je suis dur, avec... En plus, j'adore les squads défensives, c'est ce que je préfère en effet, d'ailleurs, de toute façon, la défense. Je trouve ça très, très spectaculaire, mais là, j'ai été dur. Ouais, j'ai peut-être été plus dur que toi. Mais globalement, après, ça reste quand même dans les stats, si on regarde... on n'est que 24e défense en yards par course. Tu vois, donc c'est pas terrible. Mais je pense que si on prenait les 5 premiers matchs et les 4 derniers matchs, il y aurait une vraie grosse différence. À mon avis, on était 30e, 31e en tout début. Et on doit être dans les 15-16 sur les derniers matchs. Donc voilà, c'est possible que l'un dans l'autre, ça nous mette 24e. L'absence de Blake Martinez, à un moment donné, a fait du mal aussi. Et justement, tu fais la transition parfaite avec le poste de linebacker. Alors, on va différencier inside linebacker et outside linebacker. Outside linebacker / defensive end / edge. On a un peu de mal un petit peu à voir un peu tout ça, mais globalement, la différence, c'est que les linebackers généralement, on joue à 2 linebackers actuellement. Sont positionnés derrière la D-line, et les outside linebackers / edge sont plutôt positionnés souvent sur la ligne, à l'extérieur de la ligne, et c'est souvent eux qui vont rusher le quarterback. Donc si on reste juste sur inside linebacker, on a Tay Crowder qui a pris au pied levé le poste de capitaine de cette défense avec la blessure de Blake Martinez, qui a fait mal, cette blessure de Blake Martinez, forcément, puisque c'était notre leader en termes de plaquage. C'était surtout le leader, on va dire, psychologique de cette défense. On l'avait dit l'an dernier, il avait fait énormément de bien. On n'avait jamais eu, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai leader comme ça dans cette défense. Et du coup, ça a mis un petit coup au moral de cette défense qui, finalement, avec Tay Crowder, a réussi à faire des choses intéressantes.
Et on a aussi Reggie Ragland qui est arrivé au milieu de saison, qui était aussi correct, il fait le boulot. Et on a un troisième joueur qui était McKinney aussi, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui j'ai trouvé aussi assez puissant et assez intéressant. Donc ce poste, moi je le trouve correct. Je mettrais la note de C+, pour le coup, qui malgré l'absence du vrai leader, arrive à tenir la baraque. Alors moi j'avais mis C-, mais j'avais mis sur l'ensemble de tout ce qui était linebacker avec Edge également. Bon, donc D'accord. on va dire, moi j'avais mis dans son ensemble un peu juste parce que j'avais trouvé, il y avait eu des commentaires que vous aviez fait dans ce sens-là, où Tech Crowder il est là, mais bon parfois les prestations sont peut-être un peu justes. Donc bon, pareil, peut-être que je suis un peu dur, mais bon, dans l'ensemble, j'ai pas trouvé rien d'extraordinaire au final, quoi. J'ai pas l'impression que c'était eux qui faisaient la différence pour nous faire Non, gagner le match, en tout cas. ah, je suis d'accord, ils sont pas extraordinaires, mais c'est pas l'escouade qui nous fait perdre le match en tout cas. Tout à fait. Voilà, Alors ça c'est que sûr. tu vois, on a quand même, et on en reparlait dans le dernier podcast, notre capitaine de la défense, c'est quand même un mec qu'on a récupéré, Mister Irrelevant, le dernier joueur de la draft de l'an dernier. Donc c'est pas censé être un mec sur qui tu vas compter beaucoup, alors qu'au final il a été titulaire dès l'an dernier, et là c'est notre middle linebacker titulaire. Donc bon, Tout à voilà, fait. l'un dans l'autre, on se dit que c'est quand même correct. Alors tiens, c'est assez marrant d'ailleurs, je suis en train de regarder dans la liste des joueurs là, dans les linebackers. On en a trois qui viennent de Georgia. On a Aziz Ojulari, Tech Crowder et Lorenzo Carter. Et les trois viennent de la même université. C'est assez marrant. Bon, moi, Justement, pour la cohésion, c'est bien. bon, pour la cohésion, c'est bien. En tout cas, ils se connaissent déjà. Et donc, si on vient justement sur le poste d'outside linebacker slash edge, alors là, grosse satisfaction, on va dire, avec Aziz Ojulari, qui a été très intéressant depuis le début de saison, qui a 5,5 sacs aussi, qui a fait des belles choses, qui, même quand il n'a pas fait de sacs, a fait certains passes déviées ou des plaquages importants. Par contre, globalement, grosse déception sur des Lorenzo Carter, sur des Oshane Riminez. Là, je ne serais pas aussi gentil avec nos outside qui, clairement, à part Ojulari, c'est quand même assez compliqué. Donc oui, là, on est sur la note que j'avais mis au départ. On est sur du C- par rapport à ça, puisque j'avais englobé les autres. Bon, après, Ojulari, oui, comme tu dis, il fait le taf. C'était quelque chose que j'ai remarqué dès le départ. Bon, après, est-ce qu'il faut leur laisser du temps? Est-ce que ce sont des joueurs qui vont Oui, pouvoir bien sûr. s'améliorer? Jiménez et Lorenzo Carter. Ah, eux, non. Eux, je pense que je compterai plus trop dessus parce que c'est déjà leur deux voire troisième saison, je crois. Donc ils sont arrivés Euh, au plafond, quoi. Voilà. Bah, je sais pas, mais c'est rare quand même qu'après 3 saisons pourries, le mec se révèle comme ça. À mon avis, c'est des mecs qui vont faire 3 4 saisons chez nous et qui vont disparaître après et qui vont être remplacés. De toute façon, là, on a Ojulari qui, a priori, de ce qu'il montre sur ses premiers matchs, a l'air intéressant. Quincy Roche, qu'on n'attendait pas, qui est un mec qu'on a récupéré, qui avait été drafté en 6e tour par les Steelers, qu'on a récupéré parce qu'ils en avaient pas besoin, puisqu'ils étaient déjà un peu trop nombreux à ce poste-là, et qui a été très intéressant, qui nous fait le strip sack vainqueur contre les Raiders en toute fin de match. Mhm. Voilà, il y a de la jeunesse. En fait, on a nos rookies qui sont meilleurs que les joueurs de troisième année. Donc c'est ça Oui. qui est un peu étonnant, quoi. Bah, c'est une ligne qui est en plein chantier, hein, et bon, après, il faudra voir justement quels sont les joueurs qui font venir. Moi, je suis pas partisan toujours d'avoir des stars qui se démarquent. Je trouve que c'est une ligne qui a besoin de cohésion entre eux et qui n'est pas forcément un qui se mette plus en avant que l'autre. Et c'est l'addition de tous ces talents qui peut faire réussir et avoir une bonne défense. Donc voilà, faudra voir. C'est un petit peu en chantier quand même là en ce moment. Ouais, c'est voilà. En tout cas, ces deux rookies, Roche et Ojulari, qui permettent d'espérer sur des choses intéressantes, mais globalement, c'est vrai que les dernières drafts n'ont pas apporté ce qu'on espérait, et donc ce poste qui est quand même assez faible. Et il y a de fortes chances, compte tenu des joueurs qui vont être disponibles à la prochaine draft, puisque a priori il y a pas mal de rushers qui vont être de haut niveau, donc c'est assez possible avec les picks qu'on va avoir, puisqu'on rappelle qu'on a le premier pick des Bears, plus notre pick à nous en premier tour. C'est assez possible qu'on s'oriente éventuellement vers un rusher. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Justin Fields, pas trop de bonnes prestations s'il te plaît. Ouais, et bah il est en train de un peu progresser et il devient de plus en plus fort. Donc bon, écoute, Oui, mais enfin, tant que le reste de l'équipe fait ce qu'il fait, ça ira. voilà, donc pas trop de victoires pour les Bears, effectivement, ce serait pas mal. Poste de cornerback. Alors, juste pour rappeler les joueurs, James Bradbury, Darnay Holmes, Adoree Jackson. Qu'est-ce que tu as pensé de ces corners? Alors, pour les corners, de mon côté, j'ai mis C+. Logan Ryan Brandberry et Holmes font toujours le taf. Adoree Jackson, il m'a parfois, voilà, je l'ai trouvé un peu en dedans. Il y a eu des matchs où il a fait le travail, il y a d'autres matchs où il a été plus en dedans. Donc voilà, j'ai mis C+. Heureusement, malgré tout, malgré la note, heureusement qu'ils sont là. C'est eux qui apportent aussi une certaine cohésion à toute cette défense. Mais voilà, Adoree Jackson et Bradbury.
C'est pas les mêmes prestations que l'année dernière. C'est ce que j'ai ressenti. Non, c'est sûr. Adoree Jackson, donc, qui est arrivé à l'intersaison, hein, qui était assez en dedans en tout début. En fait, moi, je mettrais deux notes. Je mettrais une note de D sur les 5 premiers matchs et une note de B sur les 3 derniers matchs. Où Ouais. on a senti vraiment une cohésion se créer et des schémas défensifs bien appelés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo tableau noir là sur. Alors, c'est sur McKinney, mais on a différencié la cornerback et safety. Mhm. Mais globalement, si on parle de l'intégralité de ces DB, il y a quand même eu une vraie progression. Et malgré tout, on sent quand même que Bradbury est moins bon que l'an dernier. Ça, c'est dommage parce que c'était vraiment l'assurance touriste l'an dernier. C'était le mec impossible à battre et qui, tu lui mettais 20 yards, t'étais content dans un match. Là, bon, il est clairement un peu en dessous. Adoree Jackson, qui est vraiment bien revenu, qui a eu du mal en début de saison, mais qui est bien revenu. Il y a aussi, alors, Aaron Robinson, on attendait beaucoup de lui et qui a été blessé depuis le début de la saison, qui n'a pas Ouais. joué du tout encore, un rookie, malheureusement. J'espère qu'on va le voir un peu, puisque il avait l'air d'être quand même très intéressant et a priori il était quand même attendu limite pour remplacer Darnay Holmes. Darnay Holmes qui joue en slot corner, qui je trouve correct. Honnêtement, je ne l'ai pas vu faire de méga erreurs. Il a même fait une interception qui a dû être annulée à cause d'un faux départ de Oshane Ramirez contre les Chiefs. Donc voilà, je trouve qu'il fait le boulot en deuxième année. Et cette équipe de corner qui a déçu en début de saison et qui est revenu mieux sur les derniers matchs. Alors c'est vrai que si on prend par exemple ce que tu as dit, D et B avec l'histoire des matchs que tu dissocies, on Mm. arrive à C en fait au final. Ouais, oui, Ça prend une pourquoi pas, moyenne. Non mais effectivement. je Ouais. plaisante là-dessus. Mais après Logan Ryan, il est dans une position où il est souvent, nommé cornerback, mais on le fait jouer free safety. Donc est-ce que Mm. Logan Ryan est un peu hybride, c'est-à-dire entre les deux, ou est-ce que tu le mets safety tout court de ton côté? Bon, moi je le mettrais plutôt safety parce qu'il joue pas vraiment corner, mais en fait il y a tellement de rotation dans cette équipe. Bah D'ailleurs, oui, tu c'est vois, sur ça. le site des Giants, ils le mettent DB, defensive back, donc ils le mettent dans aucune des deux catégories. Voilà. Mais t'as raison, il va avoir tendance à défendre. Après, c'est pareil pour McKinney, il va parfois défendre en slot, il va parfois défendre en safety, beaucoup plus en safety maintenant, single high souvent, mais il est capable de faire aussi les deux. Voilà, donc il y a un peu tout. Bah, d'ailleurs, on peut parler des safety, puisque tu parlais de Logan Ryan. McKinney, qui après un début de saison aussi difficile, en fait, c'est marrant, puisque c'est vraiment l'intégralité. On a vu l'intégralité de cette défense galérer en début de saison, pour je ne sais quelle raison, et Oui. vraiment revenir à un très haut niveau sur les 3 derniers matchs. Donc c'est valable pour quasiment tous les postes. Et donc là actuellement en safety on a Julian Love et Xavier McKinney puisque Jabril Peppers s'est blessé. Mais c'est vraiment des joueurs qu'on peut voir en rotation un peu partout. Hmm. Ils vont être capables de jouer en safety, ils vont être capables à un moment de prendre l'extérieur et puis de toute façon sur le jeu ils vont être positionnés en safety et finalement sur l'action ils se retrouvent avec une zone courte à couvrir. Enfin voilà, donc il y a un peu de tout. Et ces safety pareil, bah, finalement comme les corners qui on pourrait limite mettre deux notes avec une très mauvaise note en tout début de saison où ça vraiment on était des vrais passoires en défense et une note en deuxième partie de saison où on a senti un vrai mur et surtout en red zone, une défense très très forte en red zone. Alors surtout que moi je ne vais pas être très objectif sur ce poste-là puisque c'est un de mes postes préférés dans une équipe. Globalement tout ce qui est free safety et strong safety, surtout les strong safety. Donc je vais être influencé par la dernière prestation qu'a pu faire même Xavier McKinney. Donc Mm. j'ai mis un A-. Alors, je pense que peut-être que tu as été moins généreux que moi Non, au mais moi final. je mettrais sur un B sur les dernières. En fait, je me remettrais pareil D et B finalement. C'est dur de mettre une note D, tu moyenne. mets D. Ah quand En même. première partie de saison, oui, bien sûr, ils ont été nuls. En première partie de saison, ils ont rien fait. Et McKinney, il était aux fraises. Maintenant, sur les 3 derniers matchs, oui, tu mets un A. Tu peux clairement mettre un A, il n'y a pas de problème. Et surtout sur le dernier match. Bah, Ça, c'est clair. je suis pas objectif en même temps, je te l'ai dit, hein, il y a des moments où on peut pas être objectif. Donc bah oui, parce que là, moi, ce que je constate, c'est que McKinney il monte en puissance. Voilà, Ouais. déjà sur le tableau noir que tu as fait, bah, moi je l'ai regardé directement. Donc tableau noir, je rappelle, c'est sur comment c'est Touchdown Actu, vous pouvez le Ouais. retrouver. Globalement, vous avez vraiment là une bonne explication de ce qu'est justement une couverture et puis le fait qu'il est bien anticipé pour l'interception. Mm. Ensuite, Jordan Love, bah, pour moi, Julian Love, Julian pardon, hein. Love, ouais. Ouais, il fait le taf, Ouais, je suis globalement, quand on d'accord. lui demande, voilà, il en fait pas. Tu vois, c'est un Toujours, mec qui parle pas, il dit jamais rien, mais il est toujours là et il fait tout pas à fait. d'erreur. Je l'aime bien, Julian Love. Ouais. Exactement. Et alors après, bah, on en revient parce que sur chaque ligne, on pourrait dire c'est dommage, il y a eu la perte de ceci ou cela. Bah, là, on a eu la perte de Jabril Peppers, Mm. qui a aussi fait du mal malgré tout, puisque c'est dans l'organisation et l'équilibre de l'escouade. C'était quelqu'un qui apportait un certain équilibre et puis des résultats aussi. Donc voilà,
c'est toujours pareil, c'est un peu notre saison, hein, je m'excuse de dire ça, mais c'est un peu notre saison, c'est toujours, il y a ça qui va bien, mais dommage, il y a eu telle absence, ou dommage, il y a eu telle performance, on est toujours en train de dire ça, hein, globalement, Ouais, à c'est propos des vrai. Giants. Voilà. Ouais, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Et en fait, quand ça va, il y a toujours un truc qui fait que ça va pas derrière. Quand dans un match ça se passe bien, bah, il va se passer une merde derrière. On n'est jamais vraiment serein. Le seul match où on a été serein de A à Z, c'était contre les Panthers. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un match comme ça, mais sinon, globalement, c'est toujours un petit peu tendu. Ah, puis de toute façon, le match contre les Cowboys, enfin, je veux dire, franchement, hein, je sais pas si, parce Les Cowboys? ouais, le match contre les Cowboys, on n'est pas Ouais. tous très d'accord avec ça, et quand je discute avec d'autres fans de NFL, mais globalement, pour moi, c'est la soirée cauchemardesque. Enfin, à un moment donné, faut quand même bien prendre des choses en compte, que on a eu, un receveur, on a eu le running back, et on a eu le quarterback qui ont été, qui ont été blessés sur le même match. Ouais. Donc, Ouais. franchement, là, tu te dis, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? Enfin, franchement, Non, non, qu'est-ce c'est qu'il sûr. peut y avoir de pire? Donc, c'est vrai qu'on n'a pas été gâtés, franchement. On devait le perdre, ces matchs-là, hein, de Cowboys et Rams, mais Hmm. franchement, on n'est pas gâtés, quoi. Non, non, c'est clair. Après, les blessures, c'est le lot classique hein, de NFL. C'est un sport de collision, c'est un sport violent. Donc, il y a des blessures, ça c'est comme ça. Mais Maintenant, il les, faut aussi que tu aies un banc qui soit capable de faire le ouais. taf Mais pendant alors, que tes joueurs. les blessés playmakers sur le même match, ça fait beaucoup quand même, hein. Non, non, je suis d'accord, oui, ça c'est vrai. Complètement d'accord avec Ouais. toi. On va finir par deux postes. Le poste de kicker. Alors là, Graham Gano, je lui mets A. Je vois pas ce qu'on peut mettre de plus de toute façon. C'est vraiment lui pour le coup le mec où tu te poses pas de questions. Quand faut te mettre un field goal de 54 yards à la fin du match pour gagner ou pour coller au score, ou voilà, un truc un peu sous pression, t'as l'impression que c'est aucun problème pour lui. Quoi. Donc là, voilà, Ah, pas de questions à se poser. C'est vraiment le poste où on n'a pas de problème. également, et l'année dernière, j'avais même fait une mention spéciale en disant que S. vous avez dit votre MVP, j'avais même mis, tu vois, le kicker, bah, parce Ouais. que c'est lui qui met, voilà, comme nous, on joue les matchs à très peu de choses et que c'est sur, par exemple, 3 points qu'on va les gagner, au moment où l'équipe arrive tant coup-ci, coup-ça à avancer, puis arriver à 45 yards ou 50 yards, et bah, lui, il va décocher le coup de pied, et puis ça va passer, et puis on va Mm. gagner de 3 points. Voilà, et heureusement qu'il est là, parce que sinon on n'aurait peut-être pas 3 victoires, 6 défaites, mais une victoire et 8 défaites. Voilà. Donc, Ouais, ouais, tout à fait. C'est possible. D'ailleurs, le dernier match où qui s'est joué beaucoup au field goal aussi, donc là, tu es content d'avoir un kicker qui est bon. Et en punter, Riley Dixon, là, je mettrais plutôt la note de C, parce que je le trouve pas régulier. Il va te faire quelques bons punts, mais après, il va te faire quelques merdes. Donc, s'il y a tu vois, un poste où j'irais chercher un joueur, moi, à la draft, ce serait peut-être bien punter. Surtout que j'ai vu qu'il y avait un espèce de monstre là. Alors, je sais pas s'il se présentera à cette draft-là. Je sais pas si tu as vu ça. Un mec qui te met des punts de 80 yards, mais complètement irréel, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce gars? non, j'ai pas, j'ai regardé. Il est limite dans sa propre end zone, le gars. Il fait un punt et le ballon, il arrive sur la ligne des 10, quoi. C'est fou. Ah ouais, Complètement fou. effectivement. Donc, bah, de toute façon, j'ai toujours dit, hein, c'est des postes qu'il faut travailler, hein. Chez vous, dans votre jardin, travaillez ces postes-là parce que ça paye, hein, aux États-Unis. Donc, Ah non, mais allez-y. bah, de toute façon, clairement, là, si tu mettons, je sais pas, t'as un gamin demain, si tu veux qu'il ait une chance en étant français de jouer un jour à NFL, je pense que c'est le kicker ou punter, c'est un des seuls postes parce que c'est sûr que aucun autre poste lui permettrait de faire ça, mais ça reste des postes où on sent qu'il y a des faiblesses à certains moments. Alors, j'ai vu aussi qu'ils avaient commencé à faire des camps d'entraînement spécifiques, tu sais, pour les punters, les kickers, Mm. parce que c'était des postes qui étaient un peu mis de côté. Et finalement, en fait, moi je les trouve toujours sous-estimés ces postes-là, parce que un kicker peut te faire gagner un match entier, donc, ou perdre un match à cause d'une connerie, et donc c'est vraiment des postes où je comprends pas pourquoi il n'y a pas des pics de draft qui sont plus haut placés. C'est toujours des mecs qu'on va récupérer, soit des mecs non draftés, soit des septième tours à la limite, mais je sais pas, c'est bizarre. Alors, s'il y a un mec vraiment, t'as l'impression que c'est un monstre en kicker et qui va valoir le coup, je comprends pas pourquoi on va pas mettre des pics. Tu vois, ça me dérangerait pas d'aller mettre un cinquième ou sixième tour pour aller choper un punter s'il est vraiment bon, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, si tu discutes avec d'autres, parfois, non, ils disent que c'est pas le plus important dans une équipe. Donc ça, on a tous des avis différents. Mais pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Riley Dixon, moi, j'ai trouvé moins performant. Par contre, il avait été très bon quand même l'année dernière. Je lui donnerai encore le bénéfice du doute et voir ce qu'il va faire sur les prochains matchs, Mm. sur les Ok. 8 prochains matchs. Bah, tu vois, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit un joueur qu'on. Il a fait le taf hein, pendant un peu de temps, mais ça m'étonnerait pas qu'on cherche à upgrader un peu ce poste-là. Bon, après, les équipes spéciales, moi, j'ai pas mis de note spécifique, c'est-à-dire sur les retours de punt. Non. Ou... Pour moi, ça a été moyen. Il n'y a pas eu de grosse catastrophe, comme il n'y a pas eu des coups d'éclat. Donc voilà, Exact. je resterai sur quelque chose de neutre. Ok, tout à fait. Et ben, ça me va bien. On a fait le tour des différents postes et on va finir par notre coup de cœur ou notre attente pour la deuxième partie de saison. Est-ce que je commence du coup? Est-ce que tu commences? Moi j'en ai un, toi t'en avais deux a priori. Ah bah allez, vas-y, commence, et puis comme Ok. ça... Donc, mon premier, ce sera Xavier McKinney, qui, je l'attendais depuis longtemps.
J'ai acheté des cartes à son effigie, des cartes signées et tout ça. J'ai vu ça. Le mec que j'attendais depuis longtemps, qui était annoncé par pas mal d'insiders comme vraiment un gars très rapide, super réactif. Dès qu'il voit la balle partir, il est limite déjà lancé. Et on l'a constaté vraiment ça sur le terrain. Sa vitesse vraiment de jeu est impressionnante. Et moi j'adore ce joueur, je trouve il amène une belle énergie sur le terrain. Et ses 2 interceptions dont un pick six sur le dernier match, et ben ça fait bien plaisir. Et j'espère que ça va lancer sa carrière. Et quand tu as un safety comme ça qui vraiment t'assure le fond du terrain et qui permet à tes corners de jouer beaucoup plus serein, ça peut te changer une défense. Donc voilà, c'est le joueur que je vais suivre moi en deuxième partie de saison, c'est McKinney. Alors moi, McKinney était dans ma shortlist évidemment. Hein, tu connais mon amour pour la défense maintenant. J'achète jamais de maillots de joueurs présents ou voilà qui sont, parce que j'ai toujours des maillots de joueurs retirés parce qu'on sait que voilà ils ont été des légendes. Pour le coup, même lui, s'il avait réussi, j'aurais bien voulu le faire. Alors tant pis, je vais partir sur, donc il était dedans dans ma liste, mais je vais partir sur Booker. Voilà, parce que ne sachant pas le devenir de Saquon Barkley, eh bien, malgré tout, je mise sur ce joueur-là. Il faut quand même rappeler qu'il a été 4 ans chez Denver Broncos auparavant, de 2016-2020. Il a fait une année chez les Raiders. Et je répète, il vient de l'université d'Utah, mais je sens chez ce joueur une certaine abnégation, une humilité, comme je me répète peut-être, mais je sens qu'il peut faire quelque chose et qu'il y a bien plus à montrer qu'on ne le pense. Et j'espère qu'on va lui donner cette chance et qu'à la rigueur, si on se sépare de Saquon Barkley, lui il reste parce qu'on voit qu'il montre à chaque match et qu'il fait ses yards. Donc voilà, oui, c'est peut-être pas je dis peut-être pas que Kenny Golladay parce que c'était la superstar qu'on attendait, mais voilà, je préfère quelqu'un qui veut aller au charbon et c'est ce qu'on attend d'un joueur NFL. Non mais c'est cool d'aller chercher un joueur un peu sous les fagots comme ça, que personne n'attend, comme ton joueur à suivre de deuxième partie de saison, ça me plaît bien. On en a un en défense, un en attaque, et effectivement Booker, je trouve que c'est un bon choix parce que ce qu'il a montré, c'est effectivement plutôt intéressant. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. On a fait un peu plus que ce qu'on pensait faire, mais c'est pas grave, pas de souci. On a eu le temps de bien discuter, de bien parler de cette équipe qui, pour l'instant, on le rappelle, 3 victoires, 6 défaites. C'est évidemment décevant par rapport à ce que on espère toujours en début de saison. On espère toujours que son équipe fera mieux, mais malgré tout, quand on regarde le calendrier, eh bien, on se dit que c'est pas si logique et je crois que on était à peu près dans ces eaux-là avec Thiergo quand on avait fait nos pronostics de début de saison. Lui était en tout cas à 3-6, moi j'étais peut-être un peu plus, j'étais peut-être à 4-5. Mais en tout cas, le calendrier qui se fait beaucoup plus facile après la trêve. Une fois que le match de Tampa Bay sera passé, évidemment. D'ailleurs, on enregistre ce podcast le dimanche et ce soir, à partir de 10h, je crois que c'est qui rencontre Tampa Bay ? C'est Washington. C'est Washington, ouais. Ouais, ok. Bon, on va voir ce que ça donne. On va voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Moi, en regardant effectivement le calendrier par la suite, c'est sûr que, je vais dire, il y a des moments où ça va être un peu plus simple. On a Tampa Bay, mais c'est tout à fait prenable. On a vu qu'ils se sont fait surprendre par les Saints. Et après, on a quand même 2 fois les Eagles qui sont prenables. Je pense que la seule équipe où on se dit c'est foutu, c'est contre les Cowboys parce qu'ils ont un super niveau, même s'ils se sont fait aussi surprendre par les Broncos. Donc globalement, je pense que tous les matchs sont prenables. Moi, je vois bien finir, allez, je me lance, je vois bien finir à 9-8 à la fin de... Voilà, ça veut dire qu'on n'a qu'une défaite sur les restants des matchs. Je crois que c'est ce qu'on avait anticipé. Je crois que c'était ce que j'avais dit en début de saison, 9-8. Ouais. C'est effectivement, ça pourrait être possible en tout cas. Et limite, si on finit à 9-8, eh bien, aller choper une place en play-off, c'est presque envisageable. Bon, écoute, on verra bien. On va pas se projeter jusque-là. On va essayer de commencer cette deuxième partie de saison comme il se doit et puis d'enchaîner quelques victoires. Ce serait pas mal. En tout cas, sur les 6 derniers matchs, on a 3 victoires, 3 défaites. Donc, on est revenu à un niveau, on va dire, à peu près équilibré a priori. Et sans faire mon haineux, il faut qu'on gagne 2 fois face aux Eagles. Ça, c'est obligatoire. Ah non, mais c'est pas qu'il faut, c'est qu'on va. Mais je l'ai dit plusieurs fois, on va les battre 2 fois. Voilà. C'est sûr et certain. Bon, on verra. Aucun doute là-dessus. On verra bien ce qui va se passer. Bon, écoute, merci à toi, Bertrand, d'avoir participé à ce podcast. C'était bien cool de t'avoir et de pouvoir avoir ton avis sur cette première partie de saison. J'espère que ça t'a plu de participer. Et puis, je te dis à très bientôt sur le Twitter. Est-ce que tu veux nous donner ton Twitter à toi ? Oui, moi ça me dérange pas. Donc c'est @Bertrand avec un B majuscule, underscore, donc le tiré du 8. R majuscule, c'est H. Voilà. Ok, et voilà. Et vous nous suivez sur @NYGiantsFR comme d'habitude. On vous dit à la semaine prochaine. À plus tout le monde. Ciao. Merci, à bientôt.